Surtout que l'Afrique, c'est un continent convoité par toutes les grandes puissances du monde. À cause de sa richesse, les ressources minières, naturelles, agricoles, minières surtout. À cause aussi de son potentiel démographique, c'est un marché important. Si on arrive à exporter des marchandises, là, c'est tout bénéfice. Et donc, toutes les grandes puissances du monde s'intéressent à l'Afrique. Et dans les médias, lorsqu'on parle de l'Afrique, de plus en plus, même si on parle des problèmes, de la misère, des guerres, etc., ils sont quand même obligés de reconnaître que l'avenir de l'humanité se joue en Afrique. Certains stratèges, certains hommes politiques plus ou moins clairvoyants disent clairement que les siècles, le 21e siècle et les siècles à venir, l'Afrique aura un rôle important à jouer. Parce qu'elle a des atouts. Malgré tous les problèmes qu'on vit, nous avons des atouts. On a une jeunesse, c'est la population la plus jeune du monde. Dans beaucoup de pays d'Afrique, les gens qui ont moins de 18 ans, ils avoisinent presque 50% de la population. Et la jeunesse, c'est quoi? C'est la soif de connaissance. C'est la soif de liberté. C'est le dynamisme. Or, les puissances dominantes actuellement, ce sont des populations vieillissantes. Même des pays comme la Chine, la démographie chinoise, elle est vieillissante. Donc, rien que sur ce registre-là, l'Afrique a un atout. Ensuite, il y a évidemment ces énormes richesses, ces ressources naturelles. Ici, elles sont bien exploitées au profit de nos populations, au profit de nos pays. Ça va placer l'Afrique sur un échiquier économique, macroéconomique, avec des atouts indiscutables. D'où le fait que tout le monde se rue sur ce continent parce qu'il y a ce potentiel qu'il faut exploiter. Malheureusement, ça, ce n'est pas à notre avantage. Mais ce que je souligne, c'est que dans les zones considérées par la France comme son précaré, arrivent aussi d'autres qui sont en rivalité avec lui. Ne serait-ce que la sous-région Afrique de l'Ouest. Il y a les pays de l'Union européenne. Ils sont ensemble en Union européenne, mais c'est aussi des rivalités entre eux. L'Allemagne, la Grande-Bretagne n'y est plus, mais elle aussi. Voilà. Et tous les autres pays membres de l'Union européenne sont aussi en rivalité avec la France. Voilà. Mais au-delà de ça, il y a les États-Unis. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a la Turquie, il y a l'Inde, etc. Si vous observez, vous voyez tous ces gens ici au Mali. Et on les trouve aussi au Burkina, au Sénégal, etc. Ce que ça permet, c'est que ça laisse quand même du champ libre à nos pays pour diversifier leur partenariat. Pour ne pas, comme avec les accords de coopération qui nous ligotent complètement dans les mains des relations privilégiées avec la France, le fait que d'autres partenaires arrivent, ça laisse le champ à au moins les mettre en concurrence et choisir le meilleur pour nous. Ça déjà, ça fragilise la présence de la France, de ce point de vue-là. Et deuxièmement, au fil des années, les gens, nos populations, nos peuples, comprennent de plus en plus que cette domination, elle va hypothéquer complètement notre développement et qu'avec cette domination, nous allons croupir toujours dans le mal-développement, dans la misère. Et surtout, ce qui heurte
la conscience de beaucoup d'Africains, c'est le discours des hommes politiques français qui ressemble encore au discours du temps colonial. C'est-à-dire, quand ils parlent de l'Afrique, c'est avec mépris. Même quand ils parlent de nos chefs d'État, c'est avec mépris. Et ça, notamment Macron, lui, il est vraiment spécialiste du genre. Bon. Et ça, la jeunesse d'aujourd'hui, nos peuples d'aujourd'hui, ne peuvent pas accepter cette humiliation permanente. En plus de la domination, il y a notre dignité qui est bafouée quotidiennement par ce type de comportement. Alors, nous avons bien apprécié ce grand exposé. Je retiens que dans l'exposé, il n'est pas question de la haine du peuple français, mais beaucoup plus des problèmes avec le gouvernement français. Et nous allons donner la parole à M. Haruna Barry pour faire un exposé là-dessus, pour recevoir son ressenti par rapport à cette nouvelle donne de la relation France-Afrique, et avant de passer la parole au public. Haruna Barry. Vraiment, merci. Je te remercie publiquement d'avoir rappelé qu'aujourd'hui, c'est le 17 mars. C'est un jour particulier pour nous autres. Ça fait 43 ans que mon camarade, Abdelkani Camara Cabral, a été froidement assassiné. Dans les commissariats de police et au Kampala, parce que juste nous demandions l'université. Avec le recul, ça paraît bizarre, mais c'était ça. Il y avait des écoles supérieures de formation, l'ENA, l'ENSU, l'École nationale de médecine, l'UPR et tout. Alors nous avons dit maintenant, ces écoles supérieures ont permis de former assez de cadres. Il faut maintenant créer une université. Nous n'étions pas d'accord aussi avec la réforme Palme et Binocle, qui sont tous deux français, qui ont proposé une réforme du système éducatif malien pour le rendre davantage élitiste, pour reprendre le mot de la brosse, sinon simplement davantage pour exclure davantage ceux qui nous parlaient moins. Le micro, s'il vous plaît. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y avait le tronc commun. Toutes les matières avaient les mêmes coefficients en dixième. Et Dieu sait que ici, on n'est pas spécialement scientifique. Et beaucoup de lycéens ont été envoyés à cause de cela. Ils avaient voulu instaurer aussi un peu d'entrée dans l'enseignement supérieur. Nous avons dit que c'est quand même bizarre. Après le bac première partie, deuxième partie, s'il fallait instaurer un concours d'entrée dans l'enseignement supérieur, c'était encore un moyen de mettre en place un système d'enseignement davantage sélectif et qui donc pouvait exclure des jeunes barrières. Voilà, c'était tout. Et lui était notre leader et j'étais son adjoint. Il a été élu secrétaire général de l'UNEM le 17 février 80 lors d'un congrès clandestin. Et le 17 mars 80, on l'a assassiné sur Terre-Blanc. Et aujourd'hui, donc, on fête le 43e anniversaire. Vraiment, merci. Tu étais aussi de l'eau. Et Tragos, je le vois. Et je profite de l'occasion pour rendre un hommage vibrant à Guy Yobo, un camarade burkinabé, qui vient de nous quitter et qui donc à Dakar avec nous avons travaillé à développer, à populariser les luttes du peuple du Burkina sous Sankara et autres. Alors, je voudrais également saluer la présence de notre frère, notre camarade, notre ami, Tragos. C'est un heureux hasard que ce soit les Maliens burkinabés qui se retrouvent encore pour parler ensemble de la situation que nous vivons. Et ça veut dire que nos problèmes sont les mêmes.
et ça découle toujours du même dominateur. Il n'y en a pas deux. Derrière lui, il peut y avoir d'autres, plus puissants, mais c'est lui que nous voyons. Et nous sommes en contact avec lui depuis plus d'un siècle. Et ça n'a pas été un contact toujours heureux. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails de la présentation de la France-Afrique, Dragos l'a fait. Je voudrais simplement dire que les pratiques qui sont ciblées, qui sont définies par l'expression France-Afrique sont de vieilles pratiques. Par contre, le mot France-Afrique, il est plus ou moins récent. Et il a bien fait de remonter à la colonisation. Et très rapidement, je vais dire que du 22 septembre 1878 à nos jours, les relations Mali-France, Soudan-France ont été ce qu'elles ont été, mais caractérisées essentiellement par la domination, par l'oppression, par l'exploitation. 22 septembre 1878, c'était à Lobosaboussiri avec Namoudi Sissoko qui a résisté, qui a déclenché la première guerre anticoloniale, la première guerre de résistance anticoloniale. Et pendant 5 heures de temps, le Lobosaboussiri a fait face aux troupes coloniales et ils ont fini par gagner. Mais la résistance a quand même tenu pendant 5 heures de temps. À partir de là, cette résistance a continué. Je voudrais peut-être dire que simplement me limiter à 1898 à Sikasso, dans la résistance de Babeba, mais pour finalement dire que le leitmotiv, c'était plutôt la mort que la honte. Dans toutes les régions, toutes les communautés ethnoculturelles et linguistiques ont résisté et toutes savaient que les rapports de force ne leur étaient pas favorables, mais toutes se sont jurées de ne pas se laisser dominer allègrement. Donc, ça c'est de 1878 à pratiquement 1900. Et puis, on connaît également que dans l'entre-deux guerres mondiales, nous avons fourni de la chair à canon, mais ça ne s'est pas passé sans résistance aussi. Parce que je voudrais citer quelques révoltes, quelques insurrections. Le mouvement insurrectionnel de l'entre-deux guerres mondiales a commencé par la révolte des Bamana du Bélédougou. On pourrait rappeler la révolte des Soniqués de Bungu, 1915-1916, mais aussi la révolte des Bois, des Dapou, des Mienka, des Sénoufo, du Burkina, du Mali, donc Tomia, San et Bédougou, 1915-16, et puis la révolte des Dogon de Tabi en 1920. Donc, dans l'entre-deux guerres mondiales aussi, la résistance a continué. Et même quand il y a eu la conférence de Brazzaville, même quand il y a eu, n'est-ce pas, la conférence constitutive du RDA ici à Bamako en 1946, c'était, les gens n'ont jamais cessé de résister. Ils ont toujours résisté à l'oppression, à la domination française, à leur exploitation. C'est par exemple dans ce cadre, et Dragos l'a rappelé, il y a eu la célèbre grève des cheminots du Dakar du Niger. Pendant 4 mois et 10 jours, les gens ont revendiqué qu'il y ait des salaires égaux à travail égal. Ça n'a pas été facile, mais les gens ont tenu. Et je voudrais, dans ces cadres, citer 2 patriotes africains maliens. Le premier, c'est Sékou Cissé. Sékou Cissé, qui donc est ancien combattant qu'il était, et donc sur le front de la Roumanie, après la révolution d'octobre, a tenu à dire aux tirailleurs sénégalais, ce n'est pas, quand je dis tirailleurs sénégalais, il s'agit des tirailleurs africains. Les Sénégalais n'étaient pas les plus nombreux, bon, ils les ont appelés comme ça, comme d'ailleurs le commandant était la langue véhiculaire parmi ces tirailleurs sénégalais. Donc, alors, a dit, au lieu de tirer sur les soviétiques, nous devons faire la même chose chez nous contre la domination française. Et on sait comment ça s'est terminé. Il a été blessé de guerre
au moment de les démobiliser en 1917. On l'a arrêté injustement, on l'a condamné sous prétexte qu'il était en train de vouloir soulever les musulmans contre les Blancs et donc faire révolter les Africains. Il a été condamné en 1917 à la prison à perpétuité, à passer dans une forteresse. Dans une forteresse. On l'a déclaré mort en 1926, mais en fait il vivait jusqu'à 1944 à Nouméa où il est mort. Le second cas que je vais citer, c'est le cas de Tchébourou Grand-Pilaté, n'est-ce pas, que je pense les nazis se sont fait le devoir, ils se sont fait le devoir de lui débarrasser de sa langue avant de le fusiller en 1942. Donc pour dire que j'ai pris seulement le cas du Soudan, j'aurais pu prendre élargir ça à d'autres pays, le Burkina, le Sénégal et tout. Alors donc pendant cette période aussi, les gens ont enregistré une relation unique entre la France et nous. À partir de 1960, on l'a vu aussi. On l'a vu aussi. La première république au Mali, celle de l'USRDA, dirigée par le président Modibo, a été écoutée, on sait comment. Le mardi 19 novembre 1968, il y avait plus de billets de francs maliens dans les banques à Dakar, à Abidjan, à Bamako. Ça veut dire qu'en plus de la crise économique, en plus du blocus politique, on a créé une crise judiciaire pour rendre le régime Modibo impopulaire et permettre donc à celui-là qui a tué Cabral de s'emparer du pouvoir. Et on peut continuer à citer. Je voulais simplement dire que donc, on a eu ces rapports uniques qui ont été instaurés depuis la colonisation. Et comme il l'a dit, chaque fois que le colonisateur français a compris, le néocolonisateur français a compris que le soulèvement allait atteindre un certain niveau, on a changé de tactique. Tous ces mots qu'il a utilisés, tout ce nom qu'il a utilisé pour désigner le rapport entre la France et l'Afrique étaient subtilement des tentatives de réadaptation du système de domination, du système d'exploitation de nos pays par la France. Alors, pour dire simplement que donc, la fin de la France-Afrique est une fin recommençante. C'est une fin répétitive. Ça ne finit jamais. Comme il a dit, tous ceux qui sont venus l'ont dit. Et il l'a dit ici. On se souvient encore de Bokassa pleurer à chaudes larmes et à haute voix lors de l'enterrement de Pompidou, on peut dire nous sommes des Français. Mais ça ne suffit pas. De Gaulle l'a dit, celui qui a suivi Pompidou, Giscard d'Estaing, et tous ces gens-là, à passer par Sarkozy, Hollande et tout, jusqu'à Macron aujourd'hui, tous ont promis d'y mettre fin. Ils ne peuvent pas parce que c'est une politique qui est l'expression de la France, de ceux qui gouvernent la France. Qui gouvernent la France au nom de ceux qui ont intérêt à ce que nos pays soient opprimés, exploités et dominés. Et donc, puisqu'ils sont au service des classes dominantes, le discours la chose ne peut changer que dans le discours, mais la réalité demeure. Donc c'est une fin recommençante, une fin répétitive. On va y être, on y sera, tant que nous ne serons pas, nous, capables de changer les rapports entre nous et la France, pour faire en sorte que nos peuples qui n'ont pas de problème avec le peuple français puissent se retrouver pour plus de fraternisation, pour plus de solidarité, pour plus de rapports universels et fondés sur l'humanisme. Alors, pour en arriver au discours du 28 février dernier du président Sarkozy, Macron. Du président Macron, c'est du même au palais, du président Macron, comme il a dit en écoutant, d'abord le ton était condescendant. Condescendant. Il a semblé faire des constats. Jusqu'ici, nous avons dominé, mais il est temps de mettre fin à cette domination. Jusqu'ici, on a eu dans notre précaré des privilèges. Ces privilèges sont terminés.
Aujourd'hui, le monde est en train de changer. Il faut que les acteurs économiques de la France s'adaptent. Plus jamais, moi, Macron, je n'irai défendre les opérateurs économiques français qui ne font pas du bon travail. Soyez compétitifs. Allez vous battre. Il a semblé le dire. Il a utilisé le mot échec. Mais dans le même discours, il dit il faut davantage travailler avec la société civile, avec les intellectuels. En fait, en pensant que de cette façon-là, on va reconquérir l'opinion publique de notre pays. Pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de résistance, il n'y ait plus de révolte contre ce système colonial, ce système néocolonial. Ce qui est aussi grave là-dedans, c'est que quand il dit qu'il faut désormais aller en Afrique avec humilité, avec respect, parce qu'on a eu des rapports heurtés, il faut maintenant parler un partenaire d'égal à égal. L'exemple le mieux qu'il aurait pu prendre, c'était de dire à partir de cet instant, pour mettre fin à la France-Afrique, je vais au Mali, je vais parler avec les dirigeants maliens, parce qu'aujourd'hui, c'est les dirigeants maliens, burkinabés et guinéens qui symbolisent cette résistance à la France-Afrique. S'il avait voulu discuter sainement, s'il avait voulu discuter sincèrement, au lieu de chercher à torpiller les transitions dans ces pays-là, on se serait dit en Afrique, enfin, voici un acte qui cherche à mettre fin à la France-Afrique. Ça n'a pas été le cas. Et ça aurait été étonnant d'ailleurs. Les pays qu'il a choisis, la zone qu'il a choisie, ça aussi ce choix n'est pas indifférent. Ce choix n'a pas été fait par hasard. On s'est dit, puisqu'en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone de l'Ouest, la mayonnaise est en train d'être tellement fermentée qu'on risque de tout perdre, il faut anticiper. Il faut anticiper par rapport à l'Afrique centrale. Et les pays qui ont été choisis ne l'ont pas été par hasard. Mais ce qu'il faut dire, c'est que s'il a été reçu par, disons, la classe officielle, les gouvernants, avec, avec fracas, on sait que les populations de ces pays n'ont pas accordé le même genre d'accueil. Et que d'ailleurs, n'est-ce pas, il y a eu des France dégage également dans ces pays. Comme pour dire que là aussi, dans 2-3 ans, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, si la France ne change pas véritablement, sincèrement ses rapports avec les Africains, il se passera dans ces pays, dans d'autres pays, comme le Sénégal, où Ousmane Sonko est quotidiennement martyrisé, parce que simplement, il veut des rapports justes avec la France. Dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Niger et autres, il va y avoir de la résistance populaire, des révoltes contre la domination française. Donc, voici un peu le contexte dans lequel on se trouve. Je ne vais pas être long, les questions nous permettront d'approfondir. Simplement pour dire que la France aujourd'hui fait pitié. Attention, je ne m'amuse pas, hein. La France fait pitié. Nous sommes quand même des francophones, qu'on le veuille ou pas. Ils nous ont dominés pendant plus d'un siècle. Quand nous nous rencontrons entre Africains, on va dire voici des anglophones, des francophones, des lusophones, des arabophones, des hispanophones, etc. Nous, ça fait partie, dans une certaine mesure, de notre identité. D'accord? Nos rapports avec la France sont privilégiés sur le plan culturel, sur le plan psychologique, sur le plan moral et sur le plan même linguistique. Nous voici en train de parler français. Et c'est ça qui a raison. Le colonisateur a tellement bien compris les colonisés qui s'est débrouillé à être l'intermédiaire entre le colonisé et lui-même, parce que nous parlons sa langue. Or, parler une langue, ce n'est jamais un fait banal. Ce n'est jamais un fait banal. Qu'on vient me dire que nous voyons tout en noir, que nous voyons du noir, et que donc que je les vois porter le deuil en noir, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est du mépris, et rien que du mépris. Évidemment culturel, mais il faut, dans le dialogue interculturel, dans le dialogue entre peuples, sortir de ces rapports-là, avoir des rapports sains, des rapports de gagnant-gagnant,
nous gagnerons ce qu'ils doivent gagner, nous gagnerons ce que nous devons gagner, mais nous mettons-nous ensemble. Aucun peuple ne peut accepter indéfiniment, infiniment, d'être dominé, humilié et exploité sur son territoire. Je vous remercie. Alors, c'est sur ces paroles aussi que nous puissions nous faire comprendre et que nous puissions aussi exprimer ce que nous pensons par rapport à des valeurs que nous avons eues de cette France-là, qui sont des valeurs universelles, qui sont des valeurs d'humanisme que nous chérissons tous et que nous voulons défendre. C'est vrai, il y a le recul au plan économique, Bolloré, Zemmour, et Orange existe encore ici, mais comment nous devons aujourd'hui réagir pour que ça ne soit pas que de l'extérieur qu'on nous dise comment faire. Bon, c'est sur ces paroles aussi que je vous donne la parole pour que vous puissiez interpeller nos différents interlocuteurs pour des approfondissements ou pour ouvrir le débat. Je prends... Bonjour à tous. Moi, c'est Moussa Bilali Sidibé, journaliste au quotidien L'Indépendant, responsable du desk culture. Alors, je tiens d'abord à féliciter nos intervenants pour la qualité des exposés. Vous avez eu à rappeler le constant changement des terminologies pour définir les relations entre l'Afrique et la France. Je voudrais poser une question par rapport au discours de Macron, mais je crois en partie la question a été répondue. Maintenant, j'aimerais savoir la part des États africains par rapport au maintien de ce système de domination. Quelle est la part des responsabilités des États africains? Ça, c'est ma première question. La deuxième, actuellement, on assiste à une forme de rupture entre le Mali et la France. Je me demande, est-ce que c'est un signal, un bon signal, ou bien est-ce que la façon même dont cette rupture est en train de se faire est la bonne en fait, tout simplement. Et la troisième question, c'est de savoir un peu le rôle que peut jouer la culture pour permettre de bannir ce système de domination qui n'a que trop duré. Merci. Alors, Dragos, Aruna, est-ce qu'on fait du tic au tac ou est-ce qu'on enregistre toutes les questions? Ok, d'accord. Bon, alors, Yves Guémard, vous avez la parole. Merci. Yves Guémard, français mais aussi africain, puisqu'il a passé plus de 25 ans ici au Mali, pas en continu. Ma première mission au Mali, c'était en 1977. Monsieur Ouedraogo, vous avez évoqué les accords de coopération monétaire. À l'époque, j'étais un agent de la France-Afrique, si on peut dire, puisque je venais au niveau de la Banque centrale contrôler les comptes d'opération. Et le directeur était Feu Younousi Touré, que malheureusement nous avons perdu récemment. Voilà, mais pour autant, mon parcours, c'est un parcours très axé sur les droits de l'homme. J'ai été aussi compagnon de route, aussi bien en France, des mouvements démocratiques africains. En 1974, j'ai été molesté par la police française parce que j'étais allé manifester contre l'intervention militaire française au Zaïre, Giscard d'Estaing, vous vous souvenez. Et plus tard, dans les années 80, j'étais présent ici, auprès des compagnons de M. Barry, dans différents. Bon bref, mes compagnons de route sans plus, pas acteurs. Donc c'est pour situer juste ce que je suis toujours ici, donc ici, toujours installé ici, retraité mais consultant. Alors, d'abord, merci pour tout ce que vous avez dit, qui correspond très largement à la réalité. Aussi bien ce que vous avez dit, M. Ouedraogo, sur la France-Afrique, la partie de la période coloniale, et ce que vous avez dit aussi, M. Barry, sur les différentes répressions à l'époque coloniale. Bon, finalement, vous avez beaucoup parlé de l'époque coloniale et de la transition avec la France-Afrique. Je vois quand même que c'est deux situations qui sont quand même assez différentes. Hein. Et là, je rejoins la question, il m'a marché sur la langue, comme on dit ici. Ce qu'a dit M. Sidibé, sa première question, c'était quelle est la part de responsabilité des élites africaines, des pouvoirs politiques africains, des pouvoirs économiques africains
dans le maintien finalement de cette France-Afrique. Il n'y aurait pas eu de France-Afrique s'il n'y avait pas eu de l'autre côté aussi des personnes, des institutions qui en ont largement profité. C'est ma première remarque. La deuxième, c'est est-ce qu'on peut aujourd'hui toujours parler de la même façon de la France-Afrique qu'on en parlait il y a 30 ou 40 ans, qu'on en parlait à l'époque du coup d'État qui avait menacé les Homba et où la France était intervenue militairement, de tout ce qui a été malheureusement la France-Afrique mafieuse, la France-Afrique des interventions militaires. Est-ce qu'on peut toujours en parler de la même façon? Je dirais probablement non, parce que les choses ont